Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Elisa Branciforti, une maman qui ne tient pas en place, toujours à la recherche de bons plans et rédactrice du blog Maman Vadrouille. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Aladdin. Je recevrai Pascal Fousset, créateur du spectacle Mobile Mom, Caroline Margéridon et Pierre-Jean Chalençon d'Affaires conclues et le roi des forains Marcel Campion pour nous parler de la foire du trône. Livre, j'ai lu Je suis très fâché, un conte de Philippe Campiche en collaboration avec Étienne Privat, illustré par Marine Poirier aux éditions Le Jardin des mots de la collection Les Petits Savoureux. Et en dernière partie d'émission, il est aussi mystérieux que talentueux, Thibaut Elscalt est mon invité pour son EP à la fin. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Elisa Branciforti. Allô? Oui, bonjour. Elisa Branciforti? Oui, c'est moi. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Enchanté. Alors vous êtes une maman qui ne tient pas en place, toujours à chercher des bons plans, à préparer des sorties sympas en famille, à trouver des idées de récup pour fabriquer des petites choses avec 3 fois rien. Et vous êtes rédactrice du blog Maman Vadrouille. Vous aviez l'habitude de bloguer puisque vous aviez déjà créé un premier blog, Le Pari de Magique Lily, blog qui existe toujours, hein? Alors oui, c'est un blog qui existe toujours. Bon, je vous avoue qu'il a été relégué un petit peu au second plan depuis que j'ai créé mamanvadrouille.fr. En fait, le Paris de Magic Lily, c'était mon premier blog sur lequel je parlais surtout d'idées de sortie sur Paris et sur l'Île-de-France, de tests de restaurants, de visites de musées par exemple, de sorties en tout genre. Et puis en mai 2017, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai eu envie en fait de parler un petit peu plus de grossesse, de bons plans pour les parents, les familles. Donc j'ai créé mamanvadrouille.fr. Alors on va parler justement de Maman Vadrouille. Pourquoi ce nom Maman Vadrouille? Alors parce que ça collait bien en fait avec mon tempérament d'être toujours à l'affût d'idées de sortie pour s'occuper le week-end ou pendant les vacances avec les enfants. Donc voilà, c'était un nom qui me plaisait bien. Alors vous avez toujours rêvé de créer un blog de maman. Qu'est-ce qui vous plaît dans la création d'un blog? Alors déjà, j'aime beaucoup écrire. En fait, j'ai commencé par travailler dans l'univers de la communication. Et à l'époque, en fait, je travaillais beaucoup justement avec des blogueuses mamans puisque je m'occupais de marques de jouets à l'époque. Et je m'étais toujours dit que le jour où j'aurai un peu plus de temps pour moi et où je deviendrai maman, je créerai à mon tour ma petite communauté, mon petit univers où partager toutes mes petites astuces. Donc j'ai attendu de tomber enceinte pour le faire. Alors Maman Vadrouille propose des sujets tournés vers l'enfance et la parentalité, hein? C'est ça. Alors j'ai plusieurs rubriques, dont une qui s'appelle Papotage, dans laquelle j'invite en fait mes lecteurs à débattre sur des sujets un petit peu d'actualité autour de la parentalité. Par exemple, la charge mentale, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, j'avais fait un article là-dessus. J'ai d'autres rubriques dans lesquelles je parle donc de sorties, comme je vous le disais, mais aussi par exemple d'idées de produits qui peuvent faciliter la vie des parents au quotidien. Voilà, donc c'est des rubriques assez variées. On va dire que c'est un blog, mais qui est qui se présente un petit peu sous la forme d'un site internet. Oui, alors j'ai vu, donc vous le disiez, vous présentez des produits malins de périculture qui peuvent faciliter la vie des jeunes parents. Vous testez des nouveautés en matière de jeux, de livres pour enfants.
et vous proposez quelques idées de loisirs créatifs, simples à faire également. C'est ça, également. Alors c'est quelque chose que j'aimerais développer davantage. Donc à la fois sur les réseaux sociaux via Instagram, puisque c'est un relais qui est beaucoup plus pratique pour diffuser des vidéos, mais aussi sur mon blog. On va dire que je suis très inspirée par ce que je vois déjà en fait qui est proposé par d'autres mamans sur les réseaux sociaux. Bon, j'attends juste que ma fille soit un petit peu plus grande et qu'elle soit, j'espère, manuelle comme moi pour proposer un petit peu plus de choses. Et vous l'abordiez très bien tout à l'heure. En fait, le sujet de la récup, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais pouvoir montrer à des parents qui n'ont pas forcément le budget pour acheter des tonnes de matériel dans les magasins de loisirs créatifs qu'on peut proposer à ses enfants des petites activités avec vraiment 3 fois rien, avec 3 bouts de carton qui traînent, une bouteille en plastique, ou enfin plein de petites choses qu'on a déjà chez soi en fait. Quelles activités vous avez fait dernièrement ? Alors dernièrement, j'ai fait avec ma fille de la peinture propre, c'est-à-dire que en fait, on place une feuille de papier dans un sachet en plastique, par exemple un sachet de type sachet de congélation. Avant de placer la feuille dedans, on met quelques gouttes de peinture, on referme bien le sachet et après on le scotche pour que l'enfant ne puisse pas l'ouvrir. Et en fait, on le pose par exemple sur une table et l'enfant en fait peut étaler à sa guise la peinture sur la feuille par-dessus le plastique sans se tâcher en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa qu'on peut faire avec des enfants même à partir d'1 an, à partir du moment où ils se tiennent bien debout, on appuie sur une table, ils peuvent s'amuser à ça et c'est très rigolo. C'est encore quelque chose que j'ai découvert en partageant des idées avec des mamans sur les réseaux sociaux et j'ai eu envie de tester. On retrouve Elisa Branciforti du blog Maman Vadrouille juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Elisa Branciforti du blog Maman Vadrouille. Alors vous avez un onglet également Maman au top. C'est quoi Maman au top ? Dites-moi. Alors Maman au top, en fait, c'est une rubrique pour pas oublier que au-delà de s'occuper de nos enfants, on peut aussi, quand on a 5 minutes dans la journée, penser un petit peu à soi. Donc ça peut être soit pour se faire un masque pour le visage, soit pour prendre 5 minutes pour s'appliquer du vernis ou tester un nouveau produit de beauté. Donc j'essaye de développer un petit peu cette rubrique-là aussi. Donc c'est une rubrique dans laquelle on va parler de tout ce qu'on peut faire pour se chouchouter en tant que maman. Alors, est-ce que ça demande beaucoup de temps, par exemple, pour nouer des partenariats avec différentes marques du secteur de l'enfance ou même des maisons d'édition ? Alors, ça me prend énormément de temps. Il faut savoir que ce qui m'a aidé, c'est que moi, j'avais déjà travaillé un petit peu dans ce milieu il y a quelques années puisque j'étais attachée de presse. Donc, j'en ai gardé, on va dire, quelques automatismes. Mais c'est vrai que ce qui me prend du temps, c'est déjà de trier tous les mails que je reçois parce que je reçois énormément de choses, de voir ce qui va pouvoir potentiellement m'intéresser, de récupérer toute la matière qui va servir à mon article. Et puis, je fais aussi, comme vous parliez de partenariat, je fais beaucoup de prospection. Donc, on va dire que je vais essayer de trouver les contacts presse des marques qui m'intéressent ou des maisons d'édition qui m'intéressent pour leur parler de mon blog, leur montrer un petit peu ce que je fais et puis leur proposer, si ça les intéresse, de m'envoyer un livre pour que je puisse le lire, le prendre en photo, faire un article derrière, et voilà, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Quel est le retour de vos lecteurs ? Les retours sont assez positifs. Ça arrive souvent qu'on me demande des informations complémentaires sur un produit dont j'ai parlé, sur un bon plan dont j'ai parlé pour avoir toutes les informations pratiques pour s'y rendre. Donc voilà, j'essaye de faire grossir de plus en plus ma communauté et c'est justement en fait grâce au partenariat que je vais nouer avec les marques et les maisons d'édition que je vais arriver à ça en fait. C'est-à-dire que plus j'aurai du contenu intéressant et plus je proposerai aussi de concours et d'échanges, d'interactivité avec mes lecteurs que ma communauté va grandir et qu'on pourra de plus en plus échanger en fait. Alors quand j'ai découvert votre blog, je me suis aperçu que vous donnez de la voix à de petites marques moins connues. Vous êtes un peu le porte-parole à votre échelle, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors ça, je suis très contente que vous l'abordiez. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vrai que je suis souvent sollicitée par des grandes marques que tout le monde connaît dans l'univers du jouet ou des livres par exemple. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est comme vous le disiez, de donner un petit peu de visibilité à des personnes qui ont par exemple qui ont osé se lancer dans l'univers de l'enfance en créant leur marque, en créant leur maison d'édition, en créant leur marque de jouets et qui justement ont besoin de petits articles, même sur des petits blogs comme le mien, pour petit à petit être connus, gagner en visibilité. Et justement, en fait, je viens de créer une rubrique qui s'appelle Portrait. Dans cette rubrique, j'aimerais justement mettre en avant ces entrepreneurs de l'enfance, comme je les appelle, qui ont osé en fait développer leur idée, qui sont partis d'une idée. Par exemple, je vais lancer, je pense à la marque, par exemple Coxigru, qui est une super marque de jeux de société, dont la créatrice en fait a une idée super. Elle s'est dit tiens, pourquoi je créerais pas une marque de jeux de société qu'on peut personnaliser, qu'on peut dessiner, sur laquelle on peut colorier. Et donc elle est partie de cette idée-là. Elle n'a pas eu peur de se lancer et ça commence à bien marcher. J'en avais parlé sur mon blog et donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de choses dont je peux parler dans cette rubrique. Donc des entrepreneurs en matière d'enfance, de périculture, ça peut être des personnes aussi qui ont créé une association dans ce domaine-là ou qui ont créé un magasin, par exemple, de jouets faits main. Ça peut être plein de choses. Oui. Alors vous qui bloguez depuis plus de 6 ans maintenant, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans votre façon de communiquer ? Alors, à l'époque où moi j'étais attachée de presse, je crois qu'Instagram n'existait même pas encore, donc pour vous dire. On va dire que j'ai beaucoup plus appris sur le terrain des réseaux sociaux par moi-même en créant mon blog qu'à l'époque où je travaillais vraiment dans le milieu de la communication, pour tout vous dire. Et alors, qu'est-ce que ça a apporté ? Ça a apporté vraiment une plus grande visibilité. Donc aujourd'hui, via Instagram, il est beaucoup plus facile pour quiconque veut chercher des informations sur tel ou tel sujet, simplement avec un hashtag, d'avoir accès à une multitude de photos, de contenus générés par énormément de personnes. Et c'est vraiment un outil super. Alors après, il faut se méfier aussi un petit peu d'Instagram parce que souvent, moi la première, j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur des comptes de mamans dont on a l'impression qu'elles ont une vie parfaite en regardant leur profil. Après, la réalité, je pense, est souvent tout autre. Moi, je m'expose pas, honnêtement, j'expose pas vraiment de choses très personnelles sur ma vie, ni de photos de ma fille, par exemple. Ce que ça a apporté, au-delà de la visibilité, c'est vraiment la notion de communauté aussi. Oui. C'est que c'est beaucoup plus facile via les réseaux sociaux, on est vraiment dans l'instantanéité de recevoir des commentaires, d'échanger avec sa communauté. Aujourd'hui, par exemple, les gens ne commentent plus vraiment sur les blogs. Beaucoup de blogueuses en viennent même à se demander si le blog a vraiment un avenir aujourd'hui, en fait. Bien pour sûr. Moi, oui, parce que j'aime beaucoup écrire et que pour moi, les réseaux sociaux, c'est beaucoup du partage instantané de photos, mais quand par exemple on veut faire une critique sur une sortie qu'on vient de faire, le blog va vraiment avoir une utilité pour le coup, parce qu'on pourra publier des choses plus longues, plus détaillées. Voilà, donc il faut bien faire à la part des choses, je pense, entre ce que peuvent proposer, apporter les réseaux sociaux et le blog. J'invite en tout cas tous nos auditeurs à aller découvrir votre blog, Maman Vadrouille. Je vous remercie, Elisa Branciforti, merci beaucoup. Merci à vous surtout. Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, vous trouverez un lien vers le blog Maman Vadrouille dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder, à présent votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes. Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de Aladdin, un film réalisé par Guy Ritchie avec Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott. 26 ans après le dessin animé, les studios Disney ont décidé de moderniser Aladdin et c'est très réussi. Pour remuer vos souvenirs, Aladdin, c'est l'histoire d'un jeune et très beau voleur qui tombe amoureux de la princesse Jasmine, fille du sultan d'Agrabah. Pour revoir la jeune femme, il est prêt à tout, même à entrer par effraction au palais.
Mais Jafar, le grand vizir, le capture et oblige à aller chercher une lampe magique dans une grotte qui n'est pas sans danger. Aladin la trouve et le génie qui en sort lui offre 3 vœux. L'un des vœux sera de le transformer en prince pour accéder au cœur de la princesse. Nous étions présents à l'avant-première en compagnie des acteurs et je peux vous dire que ce film est à voir et à revoir avec vos enfants qui seront émerveillés par les décors époustouflants et la magie des chansons réécrites pour l'occasion par le même compositeur du film de 1992. Découvrons ensemble la bande-annonce. Une chance extraordinaire s'offre à toi. Je peux faire de toi un homme riche. Assez riche pour conquérir une princesse. Dis-moi ce que je dois faire. Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe. Ô toi, l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder 3 souhaits. Je plaisante, regarde ça. Regarde! Oh, tu m'as regonflé? Je suis ton meilleur ami. Eh génie, fais-moi prince. Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince. Oh, non. Vous n'auriez pas vu mon palais? Tu as l'air d'un prince, en apparence, mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur, en piste. Non, c'est moi qui décide, d'accord? Je dis quand c'est le moment. Sérieusement? Je pensais qu'une princesse pouvait aller où elle voulait. Pas cette princesse. Vous me faites confiance? Aladin, un film à découvrir en famille au cinéma. La Foire du Trône fermera ses portes le 2 juin prochain. Pour ne pas manquer cet événement, je m'y suis rendu. Une occasion pour moi de demander aux comédiens Pascal Fousset, à Caroline Margéridon et Pierre-Jean Chalençon d'affaires conclues et au roi des forains Marcel Campion présent sur cette plus grande fête d'Europe, ce que représente pour eux cette foire. La Foire du Trône, ça représente l'enfance, les mômes, tu connais bien ça en plus. Et moi j'ai rencontré les forains grâce à un spectacle pour les mômes. Et ça représente tout un monde qu'il faut découvrir et connaître. Parce que c'est magique et ça fait des millénaires que ça existe. C'est des familles qui se suivent et le monde forain est un monde qu'il faut absolument venir découvrir et pour y manger aussi des barbes à papa. Et aussi pour voir beaucoup de choses pour les enfants qui émerveillent beaucoup les enfants. Et voilà, c'est un métier qu'il faut perdurer dans le temps. Moi, ça représente toute ma jeunesse. Ça me fait penser un peu à Marcel Carnet, Les Enfants du Paradis. Toute cette magie qu'on a un peu perdue en France, en Europe. Et c'est vraiment merveilleux. C'est un monde où les adultes redeviennent des enfants, où les enfants peuvent être des adultes. Enfin, j'aime beaucoup. C'est une institution, c'est l'histoire de notre pays, c'est notre patrimoine et c'est très important. Est-ce qu'il y a un manège en particulier que vous aimez ? Alors moi j'aime beaucoup les manèges, mais alors moi ce que j'aime le plus c'est le train fantôme. Parce qu'on n'a pas trop peur. Le reste j'ai tellement peur. J'ai fait tous les manèges de la fête des loges quand j'étais enfant, parce que j'habitais à Saint-Germain-en-Laye. Je faisais tous les grandes roues, les grands 8 et tout. Maintenant j'ai peur et pourtant je vais faire Fort Boyard, où à mon avis ils vont me réserver un spécial... Donc vous voyez, je devrais peut-être me préparer à venir ici cette semaine pour préparer pour Fort Boyard. Une dernière question, qu'est-ce que ça a changé pour vous à faire conclu ? C'est devenu un cauchemar de sortir dans la rue, quoi. Non, c'est très sympa, les gens sont très gentils, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. Et je pense que c'est une émission qui manquait au patrimoine culturel. À France Télévisions, c'est important. Pour une fois qu'une chaîne de télévision fait du culturel, c'est grand public, c'est pour tout le monde. Et on se prend pas la tête et je pense qu'on a une bonne équipe, on s'entend tous très bien. Moi, la Foire du Trône, ça représente mon enfance, l'enfance de mes enfants et j'espère bientôt l'enfance de mes petits-enfants. Ça veut dire que pour moi, c'est une institution. Il faut que ça reste, c'est important, c'est convivial, c'est chaleureux et il faut venir dans les grandes fêtes comme ça. Le monde des forains, moi je le connais depuis des années. Je crois que la première fois que j'ai rencontré Marcel Campion, j'avais à peine 15 ans. J'avais fait une inauguration avec un cheval de bois pour lui, j'étais déjà antiquaire et de ce moment-là, on ne s'est jamais quitté. À la Foire du Trône, c'est la plus belle foire de France, la plus grande, la plus ancienne et ça représente un beau parcours de ma vie parce que je l'ai présidé pendant environ 40 ans. Et puis c'est une belle foire qui accueille chaque année 3,5 millions de visiteurs. C'est un petit peu dommage que la mairie de Paris l'ait coincé comme ça avec un empêchement des parkings. On empêche les voitures d'arriver. Alors les familles qui venaient avec des enfants, des voitures, des poussettes ne peuvent plus arriver. Bon, c'est la politique de la mairie de Paris, mais j'espère qu'on va arriver à changer ça dans peu de temps.
justement, j'ai entendu que vous allez peut-être vous présenter, c'est ça, vous vous présentez en plus hein? Oui, je me présente comme candidat. Je pense que je suis légitime. Je travaille à Paris depuis plus de 60 ans et ça fait environ 50 ans que je vote. Et j'ai jamais vu un dégât pareil, une malpropreté. C'est sale, c'est un Paris en chantier complètement. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et je vais me présenter à la candidature. Comment vous imaginez le métier de forain dans le futur ? Le métier de forain dans le futur, à mon avis, c'est une évolution permanente parce que, regardez actuellement, il y a énormément de manèges qui sont à sensation et on va dire, il y a 100 ans, c'était pas du tout la même chose. C'était des manèges de chevaux de bois à l'ancienne, des chenilles. Donc ça évolue et je pense qu'il y aura une évolution à la demande de la jeunesse et que la fête foraine continuera bien sûr parce qu'elle a été très copiée par les parcs d'attractions, mais regardez dans tous ces parcs d'attractions, ils n'ont jamais fait que des manèges comme les forains. Une dernière question, lorsque vous étiez petit garçon, qu'est-ce qui vous faisait rêver justement dans la fête ou dans les manèges ? Ce qui me faisait rêver, c'était déjà de m'en sortir quand j'étais petit garçon parce que j'étais dans la nature. Et j'ai beaucoup travaillé. Ce qui me faisait rêver, c'était de créer des fêtes foraines, de les créer, et de regarder les gens s'amuser. Et puis voilà. La Foire du Trône, un événement familial jusqu'au 2 juin sur la pelouse de Reuilly à Paris. À noter que Pascal Fousset présente son spectacle Mobilhomme dans toute la France. J'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? J'ai lu « Je suis très fâché », un conte de Philippe Campiche en collaboration avec Étienne Privat, illustré par Marine Poirier, aux éditions Le Jardin des mots de la collection Les Petits Savoureux. Philippe Campiche, conteur original, donne au merveilleux un parfum de quotidien. Avec sérieux et folie, ces histoires savoureuses nous donnent à rire, à frémir et à rêver. D'un œuf tout neuf sort un petit poussin très très fâché. Il rencontre des poules très très bêtes, des chèvres qui bêent et un homme un peu pomme. Un très joli petit livre CD conté qui enchantera vos enfants à coup sûr et chanteront « Je suis très fâché ». Eh oui, « Je suis très fâché », un livre CD aux éditions Le Jardin des mots de la collection Les Petits Savoureux. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Je reçois Thibaut Escalt. Bonjour Thibaut Escalt. Bonjour. Alors ton actualité, c'est un premier EP à la fin. Alors parle-nous de cet EP. C'est un bel EP qui comporte 6 titres et c'est un EP que j'ai enregistré suite à mes voyages en Islande. C'est des chansons qui sont à la fois planantes, belles et aussi belles qu'un paysage islandais, on va dire ça comme ça. Dans ton premier single, Quelqu'un qui m'entend, alors tu dis « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quand je crie ? Vu d'en haut, je suis rien ». Est-ce que tu te sens incompris ou en détresse ? C'était pas forcément de l'incompréhension, c'est plutôt... ça parle de solitude en fait, et de ce moment où quand t'es trop tout seul en fait, ton esprit vrille et t'as besoin t'as besoin en fait finalement de retourner vers les gens et qu'on t'entende. Donc c'est une forme de détresse, c'est un cri de détresse, on peut dire ça comme ça, ouais. Mais c'est aussi un cri de détresse par rapport à soi-même, quoi, genre est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? C'était vraiment une phrase qui était assez forte surtout pour démarrer un projet en fait, quelque part, un projet solo. J'ai toujours les crocs, un jour je m'en mordrai les doigts. Je vais mourir idiot sans même savoir pourquoi j'aboie. Mes rêves m'étranglent, j'ai gaspillé tellement de nuits à défaire les sangles de la camisole qui me suit. Vu d'en haut, je ne suis rien, je ne suis qu'un être humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un, putain, qui m'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, putain, qui m'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quand je crie ? Alors quelques mots sur le clip qui est très réussi. Quelqu'un qui m'entend, qui cumule déjà plus de 46 000 vues. C'est énorme. C'est énorme. Je m'y attendais pas, mais bon... faut croire que c'était lisible en fait, hein. La volonté c'était de faire quelque chose de beau et moi je suis un amoureux de la beauté, donc j'avais envie que ça soit beau, que ça fasse voyager. J'avais cette esthétique en slow motion en tête et avec Cyril le réalisateur on s'est vraiment amusé en le faisant et on voulait inviter les gens en fait à voyager. Je voulais que ce soit vraiment une pause rafraîchissante et musicale en même temps. L'idée c'était de proposer une version de l'artiste échoué en fait échoué au milieu des falaises, et on voulait vraiment symboliser et renforcer cet aspect solitaire et en même temps sauvage de l'artiste. Et on voulait travailler aussi avec le vent parce que
avec les draps qui flottent, et on voulait vraiment travailler sur le cri en fait. On voulait donner cette sensation, parce que quand on crie dans le vent par exemple, là, on sait pas vraiment dans quel sens est porté le son, on sait pas qui peut nous entendre aussi, donc c'était aussi une façon de se lancer et hurler dans le vent comme ça nous permettait d'envoyer notre message en fait à qui voulait l'entendre quelque part. Et effectivement quelqu'un m'a entendu. Est-ce que comme ta musique tu es quelqu'un de mystérieux? Faut croire, ouais. Faut croire. Pourquoi cette envie de chanter la mélancolie? Je trouve ça beau en fait, j'ai toujours trouvé ça beau, j'ai toujours aimé les belles chansons. Et ça a toujours été mes préférés, et en même temps je trouve ça beau aussi d'aller éclairer un peu la noirceur, quoi. Et c'est peut-être ça qui nous rapproche des gens aussi. Tu es une personne mélancolique? J'ai plutôt la joie de vivre, hein. Là après c'est un travail d'interprète, quoi. C'est pas parce qu'on chante des chansons tristes qu'on est triste, c'est juste que c'est une esthétique en fait, et je pouvais pas forcément faire des chansons, des mélodies aussi jolies et un univers aussi joli en chantant tralala tout va bien, quoi. Donc il y avait c'était cohérent en fait avec Après effectivement il y a peut-être des choses vécues, tout le monde a déjà vécu des ruptures, tout le monde a déjà vécu un manque, tout le monde a déjà vécu des insomnies. Il y avait toujours mais effectivement, c'était les textes qui me parlaient le plus en fait, tout simplement, ce qui collait le mieux aussi à ma musique. Est-ce que tu es quelqu'un de solitaire? Oui, clairement. Ouais. Clairement. Je passe beaucoup de temps tout seul et j'ai besoin de beaucoup de temps pour contempler. Après, j'aime beaucoup interagir avec les gens, mais généralement, je préfère interagir en tête-à-tête plutôt qu'en groupe. Donc j'ai toujours eu cet aspect solitaire. J'aime beaucoup le monde, j'aime beaucoup les gens m'aiment beaucoup, mais c'est pas parce qu'on est solitaire qu'on n'est pas sympa, quoi, mais juste en fait effectivement j'aime bien la solitude, ça m'apporte vraiment quelque chose en fait. C'est à ces moments-là que tu travailles justement sur ta musique, sur tes chansons? Ouais, je travaille tout le temps, même quand je me balade dans le métro, j'ai mon dictaphone, j'enregistre des mélodies, je note des trucs dans mes textos que je m'envoie à moi-même pour des bouts de texte, des bouts de voilà, c'est effectivement j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'espace et de contemplation aussi, ouais. De temps en fait. Quels sont les sujets que tu aimes en général aborder dans tes chansons? J'aime aborder les chansons d'amour déjà. Je pense que j'aime beaucoup l'amour. Je trouve que c'est peut-être un don en fait d'aimer, d'être aimé, de pouvoir donner de l'amour aux gens et que les gens nous donnent de l'amour. Il y a l'amour, je suis très sensible à l'écologie, vraiment. C'est vraiment quelque chose pour moi, c'est au-delà même du message politique, quoi. C'est une urgence et c'est vrai que j'en parle pas trop là à la fin, mais j'en parlerai plutôt dans le deuxième disque. J'aime beaucoup la nature en fait. Je suis un enfant sauvage, donc c'est vraiment voilà, ça va être surtout ça mes deux thèmes vraiment de prédilection. Après il y a un thème vraiment intime dans tous les cas. Je travaille vraiment sur l'intimité, donc ça va être aussi comment ressentir l'écologie dans l'intimité, comment ressentir l'actualité dans l'intimité, mais c'est toujours quelque chose d'intime. Quand je parle de la chanson, j'ai une chanson dans l'EP qui s'appelle Le soleil meurt, ça parle d'insomnie, et c'est des choses intimes en fait, on raconte des choses, pour moi c'est vraiment l'intimité. Ouais. Il est temps à présent de faire une courte pause, à tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, Thibaut Escalt est mon invité. Que penses-tu toi du monde actuel, le monde d'aujourd'hui? Moi je l'aime le monde en fait, j'ai envie de dire on vit peut-être dans le meilleur des mondes possibles aussi, donc il y a tous ces inconvénients, il y a aussi toutes ces qualités, donc moi j'ai tendance à vouloir rechercher le meilleur dans tout ce que je vois et tout ce que je vis, donc je pense que le monde il est beau et qu'il faut le préserver en fait, c'est surtout ça, il faut faire attention, il faut aussi prendre conscience de ce qu'on a fait et de ce qu'on fait, de savoir évoluer avec lui aussi, de pouvoir le respecter en fait, c'est un peu comme notre corps, quoi, on va pas il faut vraiment respecter en fait, donc le monde actuel je le respecte. Après effectivement je suis pas d'accord avec tout, et après je m'engage jamais sur des questions politiques parce que c'est pas mon métier, mais voilà, le monde actuel je l'aime et j'ai envie qu'il s'améliore en fait, sur tout ça, j'ai envie qu'il s'améliore. Tu te sens bien dans cette époque, ou tu aurais aimé vivre dans une autre époque? Je pense qu'on est là où on doit être au moment où tout simplement je suis juste au bon endroit, c'est tout. J'ai pas de regrets, je rêve pas d'être à l'époque des hippies, je suis bien là où je suis en fait, et on a de la chance aussi de vivre un début de siècle. C'est quand même quelque chose d'assez fort on va arriver vraiment dans la deuxième décennie
des années 2000, et c'est quand même assez fort d'avoir vécu un nouveau millénaire, d'avoir ouvert aussi, on est en train d'ouvrir culturellement aussi l'époque, et c'est hyper intéressant parce que c'est là aussi où on forge vraiment une identité historique, donc c'est intéressant de faire partie de l'histoire. Alors quelles sont tes influences musicales ? Moi je suis hyper influencé par, déjà je vis dans un univers de musique classique, donc j'entends souvent de l'opéra, j'entends souvent de la mélodie française avec des beaux textes et des belles ambiances aussi, très nues en fait, quelque part. Après, je suis très fan de toutes les musiques qu'on écoute sur des road trips, quoi, genre Bon Iver. Je me souviens en Islande, on écoutait, quand je branchais mon téléphone dans la voiture, c'était Bon Iver qui se lançait en premier, et du coup ça m'est resté, quoi. À chaque fois que j'écoute ce disque, ça m'évoque, je me revois sur la route comme ça. Il y a donc Bon Iver, Raix, qui est un artiste australien, qui a un univers très froid et très épuré, que j'aime beaucoup, où il mélange la partie électronique avec la partie organique, donc c'est un travail que j'aime beaucoup, c'est un truc que je fais aussi, donc c'est vraiment... Et c'est des belles chansons. J'aime beaucoup Damien Rice, un Irlandais là, que je trouve fabuleux et qui m'a marqué dès mon plus jeune âge, donc c'est quelque chose de... Et côté français, après, je suis... Quelque part, j'ai vachement été fouiné dans tout ce qui est chansons françaises, mais vraiment traditionnelles. Des chants genre a cappella avec juste une chanteuse qui chante des chansons pour les vaches, jusqu'à des trucs hyper produits. Donc j'ai tout ce patrimoine-là en fait. Je me souviens, j'ai fait quand même des ateliers d'écriture avec des gens comme Alain Leprest, Raymond Gary, qui sont des chanteurs de chansons françaises mais à texte. Je faisais les premières parties de Bernard Joyer, qui sont vraiment des artistes de chansons traditionnelles. Ça m'a permis aussi d'apprendre à écrire en français quelque part, donc il y a tout ce patrimoine-là de chansons françaises, et en même temps il y a ce mélange de chansons indé, road trip, planantes avec des voix aiguës, quoi. Donc c'est un mélange de tout ça. À quoi tu rêvais lorsque tu étais un petit garçon ? Alors il y a eu plein de choses. Il y a eu devenir astronaute. Il y avait devenir astronaute, il y avait bien sûr donc aller sur la Lune, aller sur Mars. J'ai toujours envie, hein. Franchement, dès que je peux, je vais faire un concert sur Mars ou sur la Lune, franchement. Après, il y avait effectivement les rêves d'aller voir la banquise, d'aller au Groenland, et c'est toujours des rêves d'actualité. Et il y avait aussi ce rêve de devenir chanteur, quoi. Quel petit garçon étais-tu ? T'avais déjà envie de faire du spectacle, envie de chanter ? J'étais très timide, j'ai commencé à chanter très tard, mais j'étais lunaire. J'étais vraiment lunaire, c'était vraiment ça qui ressortait. J'étais un rêveur, j'étais capable de rester figé pendant des heures sur une coccinelle en train de monter sur une branche, quoi. J'étais vraiment comme ça, j'étais vraiment lunaire. C'était genre très sensible et lunaire. Je voulais savoir ce que représentaient ces mots pour toi. Si je te dis la foule. Je vois une grosse masse en fait, je vois genre les heures de pointe du métro. Je vois aussi une salle de concert remplie. Justement, alors le public. Le public, c'est une histoire d'amour un peu compliquée, le public, parce que il faut le trouver, il faut le provoquer, il faut le toucher, il faut lui donner aussi beaucoup d'amour, et il faut qu'il t'en donne en retour. C'est une grande histoire, le public, mais j'aime ça en fait. Allez, un dernier, les concerts. J'ai hâte de partir en tournée. Les concerts c'est tout en fait. C'est là où tu dois incarner concrètement tout ce que tu as fait avant en fait, et c'est là aussi où tu donnes le plus aux gens, donc c'est un grand moment de générosité, et quand on est un garçon tout seul, c'est un travail vraiment difficile, parce que il y a toujours cette espèce de trac, cette tétanie juste avant, et ce plaisir quand tu montes sur scène. En même temps, il faut rester ouvert pour continuer à donner aux gens. Les concerts, c'est génial parce qu'il peut y avoir des accidents, et les accidents, c'est vraiment très beau en fait. C'est peut-être là où ressort généralement la quintessence d'une musique et d'un artiste, c'est dans les accidents en fait. Quand un artiste va se tromper d'accord, ou va retirer une mesure dans une chanson sans le vouloir, c'est un accident qui généralement aussi témoigne d'une interprétation inconsciente d'un morceau, et je trouve ça très beau en fait, les concerts. Surtout les concerts où ça joue en fait, les concerts où ça joue vraiment, sans pas un truc où on a de la prod derrière, mais juste des concerts un peu acoustique, quoi. C'est là où c'est très très beau, ouais. Merci Thibaut Escalde, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Thibaut Escalde, son EP à la fin à vous procurer sans plus attendre. Allez, une annonce maintenant, je l'avais promis. Céline Djanga, l'humoriste belge, sera les 5, 6 et 7 juin prochains à la Nouvelle Scène à 20h dans son One Woman Show presque célèbre. Voilà un rendez-vous à ne pas manquer.
Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h au théâtre Darius Milhaud à Paris. Rejoignez-nous dès à présent sur quefairedesmoms.fr où je vous invite à venir vous abonner au podcast et au blog pour recevoir toute l'actualité de l'émission. Et enfin, réagissez dès maintenant à ce programme sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.